Scott, dépêche-toi. Nous allons être en retard, demanda Scott, son sentiment d'urgence étant évident alors qu'il poussait sa femme à accélérer ses préparatifs. Donne-moi juste 5 minutes de plus, chérie, répond la femme dans la chambre à coucher. Pourquoi cette précipitation? Tu ne peux pas au moins me dire où nous allons, demanda la femme, sa curiosité étant piquée par l'insistance de Scott. Émergeant de l'embrasure de la porte, Scott répondit simplement, je vous révélerai tout en temps et lieu. Nina, finissant enfin de se coiffer, exprima de l'espoir, j'espère que c'est une agréable surprise? Scott acquiesce avec un sourire énigmatique. Tout est prêt, déclara Nina en souriant chaleureusement à son mari et en déposant un doux baiser sur sa joue. Depuis le matin, le comportement mystérieux de Scott l'avait intrigué. C'était censé être leur jour de congé, et Nina avait l'intention de se détendre. Cependant, Scott l'avait brusquement informé d'une affaire importante, restant silencieux malgré ses tentatives de lui soutirer des détails. Au fil des ans, Nina avait appris qu'il était inutile de questionner Scott sur les surprises. La patience était la clé. Cette fois-ci, cependant, le malaise visible de Scott a troublé Nina. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il s'aventurait en dehors de la ville. Alors que leur voiture se fondait dans le flot de la circulation sur l'autoroute, elle s'enquit de la durée du voyage. Environ 20 minutes, répondit Scott en souriant. N'hésitez pas à faire une sieste. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon café du matin, ajoute-t-il en réglant la musique à un volume plus bas. Se couvrant les yeux, Nina plongea dans un rêve. Elle se retrouvait au milieu d'enfants, jouant avec un ballon rouge dégonflé, tandis que des voix lointaines chantaient une mélodie lancinante. Soudain, elle est réveillée par une violente secousse et un bruit assourdissant, suivi d'une douleur atroce qui lui traverse le visage. Prise de panique, elle hurle en essayant de se protéger de l'assaut. Lorsqu'elle reprend conscience, Nina est désorientée. La lumière du soleil éclaire les murs bleu pâle qui l'entourent et une légère brise passe par la fenêtre. Un bip sonore rythmé émane de son côté, et elle s'efforce de bouger. En observant un tube attaché à son poignet, la réalité commença lentement à s'imposer. En y regardant de plus près, Nina se rendit compte qu'il s'agissait d'un tube d'intraveineuse relié à son bras. Elle devinait qu'elle était à l'hôpital, mais pourquoi? Elle et Scott avaient prévu d'aller quelque part, mais elle ne se souvenait plus où ils allaient ni où se trouvait Scott. Son corps se sentait lourd, comme s'il était alourdi, et ses lèvres étaient sèches, ce qui l'empêchait de parler. Soudain, la porte du service s'ouvrit et une femme vêtue d'une combinaison médicale rose pâle entra dans la pièce. Voyant que Nina était allongée, les yeux ouverts et la regardant fixement, l'infirmière a appelé le médecin quelques minutes plus tard. Celui-ci entre dans la salle, s'assoit sur une chaise à côté du lit de Nina et lui demande calmement, « Vous m'entendez, Nina ?» Nina répond par un signe de tête. « Vous rendez-vous compte de l'endroit où vous êtes ?» Nina acquiesce à nouveau. « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Nina essaie de secouer la tête négativement, mais son cou ne veut pas tourner. Le médecin lui a expliqué qu'elle avait un corset spécial sur le cou et qu'elle ne pouvait pas encore l'enlever. « Vous avez eu un accident il y a 3 jours et vous êtes à l'hôpital depuis. Je m'appelle le docteur Hodge et je suis votre médecin traitant depuis 2 jours. Vous étiez en soins intensifs. Hier, vous avez été transféré dans le service. Vous avez une grave commotion cérébrale, une fracture du bras gauche et de multiples contusions, mais la crise est passée. » La femme murmure. « Mais où est mon mari ? Je ne peux pas vous le dire maintenant. J'ai besoin d'éclaircir quelque chose. Docteur Hodge. » Le médecin est soudain embarrassé. « Je reviendrai vous voir plus tard. Pour l'instant, reposez-vous. » Nina tenta de se relever, mais son corps fut traversé par une vive douleur lorsqu'elle se souleva sur un bras. À ce moment-là, une infirmière entre dans la chambre, voyant que la patiente essaie de se lever. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas vous lever, vous devez rester allongé encore quelques jours. » L'infirmière lui tend une bouteille d'eau munie d'un tube. Nina boit goulûment de l'eau à travers le tube. Une fois qu'elle a terminé, la femme s'appuie sur l'oreiller et demande « Dites-moi la vérité. Où est mon mari ?» Elle répondit lentement «
À vrai dire, je ne connais pas son nom complet. L'infirmière est intéressée et montre un désir sincère d'aider Nina, mêlé de pitié. Son nom de famille est Lano, dit Nina en syllabant. Franchement, il semble que nous n'ayons personne de ce nom dans le service, il est peut-être encore aux soins intensifs. Je vais vérifier. En attendant, il a été conseillé à Nina de s'allonger et de se reposer. Il vaut mieux ne pas bouger du tout, dit l'infirmière avant de quitter la pièce, laissant Nina seule avec ses pensées. Alors que ses paupières s'alourdissent, Nina sombre dans le sommeil. Elle fut réveillée par le claquement discret de talons qui résonnait sur le sol. En clignant des yeux, Nina se retrouve face au docteur Hodge, son médecin traitant. « Pouvez-vous me dire combien de temps j'ai dormi ? » « J'ai perdu la notion du temps, » demande Nina. « Cela fait une journée entière que nous ne nous sommes pas parlé. » « Ne vous inquiétez pas, c'est normal étant donné les puissants médicaments contre la douleur que vous avez reçus. Le sommeil est essentiel à votre rétablissement, » l'a rassuré le docteur Hodge. « Et mon mari ? Des nouvelles ? » Nina insiste, son inquiétude est évidente. « Je viens de prendre mon service, je n'ai donc pas encore eu l'occasion de vérifier. » « Je le ferai bientôt, » répond le docteur Hodge en se précipitant vers la porte. À ce moment-là, une infirmière entre, poussant un chariot métallique chargé de repas. « Le déjeuner est servi, » annonce-t-elle avant que le médecin ne s'en aille. « Vous avez appris quelque chose sur mon mari ?» demande Nina avec impatience. « D'abord, goûtez à la soupe de poulet. Elle est délicieuse aujourd'hui, » encourage l'infirmière en la versant dans un verre muni d'une paille. Buvez à petites gorgées. Nina hésite mais finit par prendre une gorgée, la trouvant étonnamment savoureuse. Merci, murmure-t-elle. Vous en voulez encore ? Propose l'infirmière. Non, merci, décline Nina, qui repense à son mari. Des nouvelles, je ne sais pas si je suis autorisée à le dire, mais, l'infirmière hésite avant de poursuivre, Scott Lagano est décédé dans l'accident. Toutes mes condoléances. Nina sent une vague d'incrédulité et de chagrin l'envahir. Non, il doit y avoir une erreur, protesta-t-elle faiblement. J'ai bien peur que non. J'ai tout confirmé. Vous étiez toutes les deux dans la même voiture, explique l'infirmière d'un ton compatissant. Je suis vraiment désolée. Pendant un moment, Nina est restée figée, incapable de comprendre la nouvelle. Puis la réalité l'a frappée et elle s'est mise à sangloter de façon incontrôlée. Le docteur Hodge et l'infirmière sont rapidement intervenus, lui administrant un sédatif pour la calmer. Nina a partagé 10 ans de sa vie avec Scott, et cette perte soudaine lui est insupportable. Leur vie heureuse a été brisée en un instant par un accident tragique. En racontant les événements qui ont conduit à la mort de Scott, Nina ne peut s'empêcher de ressentir le poids de leurs souvenirs communs et le vide laissé par son absence. À sa sortie de l'hôpital, Nina est confrontée à la lourde tâche de reconstruire sa vie sans son mari bien-aimé à ses côtés. En franchissant le seuil de sa maison, un silence étouffant l'envahit. Elle se déchausse, les jambes chancelantes, se dirige vers la chambre à coucher. Nina changea machinalement de vêtements et tenta de faire infuser du thé. Cependant, un flot de souvenirs de la dernière fois qu'elle et Scott ont partagé du thé l'ont submergée, ce qui l'a poussée à laisser la tasse intacte sur la table. Malgré l'absence d'enfant, Nina, qui avait subi dans sa jeunesse une opération qui avait changé sa vie, éliminant ses chances d'être mère, a trouvé du réconfort dans le soutien indéfectible de Scott. Il n'a pas ménagé ses efforts pour que sa femme bien-aimée ne se sente jamais insuffisante. Nina, qui rejetait l'idée d'adopter un orphelinat, aspirait à un lien familial avec un enfant. Acceptant peu à peu son destin, elle a trouvé la joie dans sa carrière en biotechnologie, consacrant des années à une société pharmaceutique. Épuisée, Nina a sombré dans un sommeil troublé sur le canapé et a fait un rêve bizarre dans lequel des enfants insistants lui demandaient de jouer au ballon. Gênée uniquement par sa Minerve, une fillette persistante s'accroche à sa jupe, la suppliant de l'emmener avec elle, mais Nina, se libérant enfin, descend dans un trou entouré de piles poussiéreuses. De livres, de cahiers et de jouets d'enfants. L'écriture de son mari ornait les cahiers, indéchiffrable pour elle, et elle se réveilla en sursaut, déconcertée par l'horreur récurrente de ses enfants et du ballon. Quelques minutes plus tard, Nina se leva du canapé et l'appartement,
autrefois inhospitalier, lui parut moins intimidant, comme si Scott était simplement parti travailler. 2 semaines se sont écoulées depuis le retour de Nina, son rétablissement progressif étant marqué par des visites chez un psychologue pour surmonter le chagrin. Un jour, sa mère Sarah est arrivée, ravie de trouver sa fille dans un état d'esprit relativement bon. Sarah prend Nina dans ses bras et remarque qu'elle rougit à nouveau. En rougissant, Nina a admis les séances de la psychologue, trouvant un soulagement inattendu dans de simples conversations. Même si elle n'oubliera jamais Scott, les séances l'ont aidée à accepter son absence sans attente constante ou sans broncher. À l'extérieur de la porte d'entrée, des pas résonnent doucement. C'est bon, ma chère. Tout rentrera dans l'ordre. Ce que vous avez enduré est inimaginable, mais vous êtes là. Remercie le ciel pour cela. C'est ce qui compte le plus. Maintenant, il faut juste que tu trouves la force de continuer, rassure maman Nina, en serrant sa fille dans ses bras alors que les larmes coulent à flot. Je suis perdue, maman. Je ne sais pas quoi faire, murmure Nina entre deux sanglots. J'essaie d'aller de l'avant, mais chaque fois que je vois sa photo ou ses affaires, je suis bouleversée. Je me sens impuissante. Sarah, sa mère, lui parle doucement. Pourquoi ne pas commencer à trier ses affaires? Je comprends qu'il est encore tôt, mais vous torturer ne servira à rien. Il n'a pas besoin de tout cela, et toi non plus. Gardez ce qui comptait vraiment pour Scott et laissez tomber le reste. Cela vous apportera un peu de paix. Voulez-vous que je vous aide? Je pense que vous avez raison, mais je dois le faire seule, répond Nina après un moment de réflexion. Je ne commencerai pas à travailler avant une semaine, alors je commencerai demain. Oh, ma chère, tu as toujours été si indépendante, depuis que tu es toute petite, remarque affectueusement maman Nina. Je ne te pousserai pas, mais crois-moi, il vaut mieux ne pas tarder. Tu trouveras du réconfort une fois que ce sera fait, comme nous te l'avons promis. Le lendemain, Nina s'est attelée à la tâche de trier les affaires de Scott. Elle range soigneusement ses vêtements, ne laissant que quelques souvenirs pour elle. Chaque objet évoque des souvenirs, mais Nina parvient à gérer ses émotions. Elle choisit de ne pas toucher au lecteur de vinyle et à la collection de disques rares de Scott. Symbole de sa passion pour la musique qui l'ont profondément touchée. En examinant les photos encadrées, Nina a décidé de ranger la plupart d'entre elles, à l'exception de l'une d'entre elles qui capture un moment de bonheur sur une plage de Phuket, un souvenir de leurs moments heureux ensemble. Le débarras est un endroit rarement visité par Nina. Autrefois sanctuaire du hobby de Scott, la construction de bateaux miniatures, il renfermait désormais un trésor de souvenirs. Nina passe doucement ses doigts sur des maquettes de voiliers poussiéreuses, vestiges du passe-temps de Scott. À côté d'eux se trouvaient des boîtes inexplorées et divers outils et bibelots qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Après un moment de pause, Nina décida d'approfondir la tâche qui l'attendait. Nina passa en revue le contenu des cartons, se débattant avec le poids de celui du haut alors qu'elle le manœuvrait dans la salle de séjour. Il regorgeait de littérature spécialisée, probablement des vestiges de l'époque où Scott travaillait à l'école technique. La seconde boîte, plus grande, la surprit par sa légèreté, lui faisant d'abord croire qu'elle était vide. À son grand étonnement, elle contenait plusieurs cahiers, ce qui fit frissonner Nina. Oh, non, murmure-t-elle, la similitude avec son rêve la troublant. Choisissant soigneusement le premier carnet, Nina hésita avant de l'ouvrir, révélant l'écriture familière de Scott. À première vue, il s'agissait d'une collection de notes d'études de ses années d'étudiant, mais l'un des cahiers s'est avéré être quelque chose de plus personnel, le journal intime de Scott. Je n'aurais jamais imaginé que Scott était assez sentimental pour tenir un journal intime, se demande-t-elle. Mais dois-je les lire? En ai-je le droit? Luttant avec sa conscience, Nina finit par succomber à la curiosité et commence à parcourir le journal. Les entrées, non numérotées et non datées, révèlent des bribes des pensées les plus intimes de Scott. Mettant le journal de côté pour une lecture ultérieure, Nina reprend son travail de tri des affaires de Scott. Au crépuscule, Nina s'émerveille du temps qu'elle a passé dans la réserve. Il faut que je prépare le dîner,
pensa-t-elle en s'installant sur le canapé pour commencer à lire le journal. La première entrée parlait de l'agitation intérieure de Scott, un aveu d'une relation passée cachée qui s'était brusquement terminée. Comme Diana avait trouvé le bonheur avec un autre homme, je devais continuer ma vie, même si c'était une tâche difficile. J'ai repris le travail et j'ai fini par rencontrer Nina, mais le passé ne semblait pas vouloir s'effacer. Récemment, j'ai reçu un appel d'un vieil ami de Diana, un appel qui m'a choqué et m'a laissé dans une situation désespérée. J'ai dû abréger mon deuxième article, car Nina est rentrée plus tôt que prévu et je n'ai pas eu la possibilité de le terminer. J'hésite à partager cette nouvelle avec elle, car ce n'est peut-être pas un sujet très agréable pour elle. Je ne m'attendais pas à recevoir des nouvelles de Valérie, une amie de mon ex-petite amie. Cela faisait 9 ans que nous ne nous étions pas vus, lorsque Diana est partie. Valérie m'a informé que Diana était décédée et que ses parents étaient morts quelques années auparavant. La perte de ses parents a beaucoup affecté Diana, et sa santé en a souffert. Le stress a entraîné une insuffisance cardiaque, une maladie qui peut entraîner la mort à la trentaine. Mais le pire restait à venir. Diana avait une fille, qui n'avait que 4 ans lorsqu'elle a perdu sa mère. Elle n'a même jamais connu son père, Diana s'étant séparée de son mari violent pendant sa grossesse. Diana s'est réfugiée chez ses parents, car elle ne pouvait plus supporter les abus de son mari. Cependant, après la mort de ses parents, elle n'a pas pu faire face à cette perte. La petite fille a donc été placée dans un orphelinat. Valérie, qui avait elle-même 3 jeunes enfants, n'a pas pu accueillir la fillette en raison de contraintes financières. Le comportement de la petite fille est devenu de plus en plus difficile après la mort de sa mère. Elle s'est retirée des autres, est devenue grossière avec les adultes et a même fait preuve d'un comportement agressif. Lors de ses visites à l'orphelinat, Valérie a tenté de lui donner de nouveaux vêtements, des jouets et des friandises, mais la fillette est devenue de moins en moins réceptive au fil du temps. Dans ma 3e entrée, j'ai de nouveau dû arrêter d'écrire, craignant que Nina ne trouve mon carnet et ne provoque une scène. Je ne pouvais pas encore lui dire, mais je savais que le moment viendrait. Pour l'instant, je ne pouvais que déverser mes pensées sur le papier. Lorsque Valérie m'a fait part de tout cela, j'étais perdue. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin de savoir tout cela, puisque l'enfant n'était pas de moi et que je n'avais pas été en contact avec sa mère depuis longtemps. Cependant, quelque chose en moi a été touché. Ensuite, Valérie m'a demandé si je pouvais acheter des choses à la petite fille, car elle avait elle-même des difficultés financières. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, sans vraiment comprendre l'ampleur de mon implication dans cette situation. C'est un élan de compassion qui s'est réveillé en moi, un souvenir d'anciens sentiments. En arrivant chez Valérie, j'ai découvert que l'un de ses fils était souffrant, ce qui l'empêchait de se rendre elle-même à l'orphelinat. Elle m'a demandé de lui remettre les articles en main propre à ce moment-là. Nina était en voyage d'affaires. J'ai d'abord pensé que ce ne serait pas une tâche importante de visiter la campagne et de livrer les articles à l'orphelinat, pendant que je conduisais. Mon esprit a commencé à créer des images inquiétantes. J'ai imaginé une institution grise dont les murs étaient recouverts d'une peinture écaillée et où les enfants portaient des vêtements usés et avaient le regard vide. J'imaginais également des gardiens à l'expression chagrine. Cependant, lorsque je suis arrivée devant le petit bâtiment en briques entouré de feuilles d'érable dorées, j'ai été agréablement surprise. La cour était propre et bien entretenue, et les enfants, soigneusement habillés, jouaient sur une aire de jeu bien équipée. L'intérieur du bâtiment était encore mieux. Les salles sont bien entretenues et meublées avec soin. En entrant dans le bureau du directeur, une femme aimable, Madame Sanchez, m'a accueillie et s'est présentée. Elle m'a écouté attentivement pendant que j'expliquais que cette fois-ci, au lieu de Valérie, j'avais apporté des cadeaux pour la jeune fille. Elle m'a ensuite demandé si je voulais voir la jeune fille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit oui. La curiosité a peut-être pris le dessus, car je voulais voir à quoi ressemblait la fille de la femme que j'avais aimée autrefois. Je n'ai pas engagé de conversation avec la jeune fille. Au lieu de cela, je l'ai observée en silence, jouant seule dans un coin avec un jouet. Le directeur a soupiré et a fait remarquer que la fille jouait rarement avec les autres enfants. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec elle. Alicia a besoin d'amour, mais pouvons-nous lui en donner ?
Nos tentatives pour la placer dans une famille ont échoué car, dès qu'elle se rend compte que ces personnes lui sont étrangères, elle résiste. J'ai toujours pensé que 4 ans était l'âge idéal pour qu'un enfant s'adapte à un nouvel environnement. Après, cela devient plus difficile, mais Alicia est un cas particulier à un si jeune âge. Son caractère est déjà formé, je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai ressenti un immense sentiment de pitié pour cette fille. Cela m'a peut-être rappelé mes propres jours de solitude à l'école maternelle, où je m'asseyais seule parce que je n'étais pas en contact avec mes camarades et que je n'avais pas d'amis. Les enseignants n'ont pas pris la peine de s'en préoccuper. Ils étaient satisfaits tant que je restais assise en silence et que je jouais sans causer de problème. J'ai repris la conversation avec Madame Sanchez, lui demandant si je pouvais faire quelque chose pour aider Alicia. Je lui ai dit que j'avais un peu d'argent, mais pas beaucoup. Son père passait de temps en temps pour lui offrir des cadeaux. Cependant, la directrice s'est interrogée sur la nécessité de ces articles. Quel est l'intérêt de ces cadeaux, demanda-t-il. Je vous le dis, Alicia a besoin d'amour et d'une famille, nous avons des fonds suffisants et les enfants ne manquent de rien. Malgré l'approbation du directeur pour les achats personnels, je suis intervenue pour expliquer ma motivation. Vous voyez, je veux aider cette petite fille, et surtout sa mère. Nous avions autrefois des sentiments sincères l'une pour l'autre, mais la vie ne suit pas toujours les plans, ai-je révélé. Le directeur a été surpris. Vous êtes donc son père ? M'a-t-il demandé. Non, sa mère et moi nous sommes séparés il y a presque 10 ans. Je ne l'ai pas revu depuis, ai-je précisé. Êtes-vous marié ? Demande soudain le directeur. Oui, je suis marié, ai-je confirmé. Avez-vous des enfants ? M'a-t-il demandé. Non, nous n'avons pas d'enfants. Ma femme n'arrive pas à concevoir. Avez-vous envisagé l'adoption ? A suggéré le directeur. Je l'ai fait, personnellement. Mais ma femme. J'hésite. C'est une question compliquée. Elle n'est pas ouverte à l'idée d'accueillir une autre fille, ai-je admis. Madame Sanchez réfléchit un instant. J'ai l'impression que vous auriez pu créer un lien avec Alicia, a-t-elle remarqué. C'est une fille bien intelligente et empathique. Mais tout le monde n'est pas prêt à l'accueillir. Il faut de la patience, pourquoi ne pas lui rendre visite de temps en temps, au moins ? Proposa-t-elle. Mais ma femme. J'ai commencé, incertain de sa réaction. Je ne pense pas qu'elle approuverait. Apprenez d'abord à connaître Alicia, puis amenez votre femme ici, a suggéré Madame Sanchez de manière persuasive. On peut influencer l'opinion d'une femme, mais sauver un enfant est une occasion rare. D'accord, j'y réfléchirai, ai-je concédé. Nina n'a pas pu continuer à lire. Elle était stupéfaite de découvrir le secret de son mari. Cela semblait banal, et pourtant il le lui avait caché. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ? Se demande-t-elle. Pensait-il que je le jugerais ? Bien qu'elle ait envie de poursuivre sa lecture, Nina décide de se reposer. Demain, elle se plongera dans le mystère de son défunt mari avec l'esprit clair. Nina est réveillée par la sonnette de la porte. N'attendant rien, elle hésite à répondre. Cependant, l'insistance de son interlocuteur l'incite à aller voir ce qui se passe. À contre-séhur, elle ouvre la porte. Qui est là ? Marmonne-t-elle en s'endormant. C'est moi, Monica, lui répond-on. Ouvre, la dormeuse. Soulagée, Nina fit entrer son amie. Monica et elle se connaissaient par cœur depuis l'époque où elles étaient étudiantes. Monica semblait préoccupée, désireuse de discuter de ses soucis avec Nina. Cette dernière se sentait obligée de soutenir son amie contre vent et marée. Tu m'as vraiment inquiétée, Monica, s'exclame-t-elle d'un ton enjoué. J'ai essayé de te joindre toute la matinée, mais tu es restée muette. J'ai craint le pire et je me suis précipitée immédiatement. Nina haussa les épaules, coupable, et avoua, je dormais. Je me suis couchée tard hier soir et j'ai dû laisser mon téléphone en mode silencieux. Monica entre dans la cuisine d'un pas assuré, portant un plateau de fruits et de pâtisserie. J'ai pensé que tu n'avais pas encore mangé, dit-elle.
Nina a répondu qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour moi et a ajouté, sur le ton de la plaisanterie, que si j'essayais de me priver de nourriture, ma mère ne le permettrait jamais. Ta mère est une femme remarquable, acquiesce chaleureusement Monica. Alors, comment tu tiens le coup? Nina hésite un peu avant de répondre, je ne peux pas dire que je vais très bien, mais je me débrouille. Hier, j'ai fouillé dans les affaires de Scott, poursuit-elle, maman m'a suggéré que cela pourrait m'aider, et j'ai trouvé quelque chose d'intrigant. Les yeux de Monica s'écarquillent de curiosité lorsqu'elle remarque un journal intime dans la main de Nina. Oh, crache le morceau, demanda-t-elle avec impatience. Tu l'as déjà lu? Nina secoue la tête. J'ai commencé hier soir mais je me suis endormie. Il semble important, cependant, je suis encore en train de l'étudier, avoua-t-elle. Je te raconterai quand j'aurai tout digéré. Monica s'amuse à plisser les yeux. Tu ne peux rien me cacher, dit-elle en plaisantant. Et s'il s'avérait que Scott était secrètement un prince européen ou quelque chose comme ça, Nina sourit devant l'optimisme et la facilité de son amie. Leur lien a résisté à de nombreuses tempêtes au fil des ans, porté par la bonne humeur contagieuse de Monica. Et si on allait faire du shopping aujourd'hui? Propose Monica en changeant de sujet. De toute façon, tu seras bientôt au travail, mais distrayons-nous un peu. Nina hésite, tentée par l'idée. Elle n'était pas sortie depuis des semaines. Le soir venu, elles rentrèrent chez elles, Nina se sentant agréablement épuisée par leur virée shopping. La journée avait été une distraction bienvenue, remplie de rires et de bavardages. Bien que la douleur persiste, Nina sent un poids s'envoler de ses épaules. S'installant sur le canapé, elle a regardé une série télévisée, s'efforçant de se concentrer alors que des souvenirs envahissaient son esprit. Soudain, le journal intime lui revient en mémoire. C'est drôle comme je l'avais oublié au milieu de l'agitation des magasins, songea-t-elle à voix haute. Je suppose qu'il est possible de se perdre dans le shopping après tout. Nina se précipita dans la chambre pour prendre un carnet et reprit sa lecture, absorbée par les notes de son mari. L'entrée numéro 4 relatait sa visite à Alicia, une enfant avec laquelle il avait du mal à se lier en raison de son manque d'expérience avec les enfants, ayant grandi sans frère et sœur ni compagnon d'enfance, et n'ayant pas de descendance. Il appréhendait la rencontre avec Alicia. Ne sachant pas trop quoi apporter, il se contenta d'une poupée de porcelaine rappelant celle que Nina chérissait dans son enfance, espérant qu'elle plairait à la petite fille. À son arrivée, il trouva Alicia assise dans un coin, absorbée par une chanson. Tentant de l'intéresser, il se présente, mais se heurte à une question étonnamment mature de la part de la fillette de 4 ans. « Qui es-tu » Pris au dépourvu, il a répondu en entamant une conversation sur leur lien mutuel par l'intermédiaire de tante Valérie, qui lui avait déjà parlé d'Alicia. Au fil de la discussion, l'attention d'Alicia a été attirée par la poupée qu'il avait apportée. Ravie, elle a accepté le cadeau, exprimant une véritable admiration pour sa beauté, contrairement à ce qu'il supposait, à savoir qu'elle préférait les jouets typiquement associés aux garçons. Alicia a avoué qu'elle s'était abstenue de jouer avec eux parce qu'ils étaient souvent démontés par d'autres enfants. Reconnaissante pour la poupée, elle s'y est accrochée fermement, rassurée par sa promesse qu'elle était la seule à la chérir. En réfléchissant à leur interaction, il s'est rendu compte de l'importance des petits gestes dans l'établissement de la confiance et de la connexion avec Alicia, et a décidé de continuer à favoriser leur relation naissante. Il était impératif de lui donner un nom. Elle ne pouvait pas exister sans. Alicia fixa le visage captivant de la poupée, dont les petits yeux émeraudes semblaient remarquablement réalistes. Nina, murmura doucement la jeune fille. J'ai eu un sursaut. Nina était un nom assez courant, mais il résonnait. Tu peux appeler la poupée comme tu veux, Alicia, m'excusai-je silencieusement auprès de ma femme, en m'efforçant de rassembler mes idées. Je dois partir, tu reviendras, demanda soudain la jeune fille. Peut-être, répondis-je, incertain. Je pourrais te rendre visite une fois par semaine, si tu le souhaites. J'en serais ravie, murmure l'enfant. Après avoir fait mes adieux,
je suis partie. Je n'arrivais pas à comprendre les émotions que cette fille avait suscitées en moi, mais le désir de la revoir était indéniable. Nina, distraite de sa lecture par le cahier, se retrouva envahie par des sentiments inconnus. « Où est cette fille ?» se demanda-t-elle. Il n'y a aucune date mentionnée nulle part. Et les voyages d'affaires de Scott sont fréquents, ce qui rend difficile l'établissement d'une chronologie. Pourquoi n'a-t-il pas noté les dates? Elle se résout néanmoins à poursuivre sa lecture à la recherche d'indices. L'entrée numéro 5 a révélé mes visites régulières à Alicia. Je ne raconterai pas tous les détails, mais pendant 3 mois, un lien fort s'est formé entre la petite fille et moi. Dire au revoir est devenu de plus en plus difficile, vu l'attachement d'Alicia à mon égard et les larmes qu'elle dissimulait à mon départ. Madame Sanchez a abordé le sujet aujourd'hui. Il est temps d'informer Nina de l'arrivée du bébé. Elle a aussi reconnu le lien qui nous unit, Alicia et moi. Je pense à l'adoption, mais aborder le sujet avec Nina me semble intimidant. Je me souviens très bien de notre discussion sur les enfants placés en famille d'accueil, je redoute le conflit potentiel. Cependant, je ne peux plus cacher l'importance d'Alicia dans ma vie, être témoin de sa joie lorsqu'elle se précipite vers moi. Serrant Nina la poupée, me remplit d'un immense bonheur. Le contraste entre son passé et son présent est saisissant. Le directeur avait raison, l'amour est tout ce dont cet enfant a vraiment besoin. La 6e entrée raconte ma tentative d'aborder le sujet avec Nina. Cette tentative s'est avérée vaine. Alors que nous nous promenions en ville, j'ai pointé du doigt des mères avec des enfants, exprimant le désir d'adopter des enfants de l'orphelinat. Le regard qu'elle m'a jeté était écrasant et j'ai eu envie de disparaître. Je suis allée informer Alicia de nos prochaines vacances. Lors de ma visite, j'ai expliqué que j'allais m'absenter quelque temps. Malgré son apparente sérénité, j'ai senti une pointe de tristesse dans son comportement. Je comprends de mieux en mieux ses émotions. C'est une sensation particulière. Puis, de manière inattendue, Alicia s'est enquise de l'absence de ma femme. Lui expliquer la situation s'est avéré difficile. Ma femme, une personne gentille, a des réticences à être en présence d'enfants. Alicia s'est interrogée à ce sujet, doutant de l'affection de sa mère. Je l'ai rassurée en lui expliquant que les adultes cachent parfois leurs vrais sentiments par peur et par confusion. Les larmes d'Alicia ont révélé sa nostalgie de sa mère. Je lui ai cependant assuré que l'amour de sa mère perdurait, même en son absence. La tristesse d'Alicia, lui ai-je assuré, est passagère. La vie a le don d'estomper les mauvais souvenirs tout en préservant les bons. Je l'ai encouragée à croire qu'un jour, elle trouverait une nouvelle figure maternelle qui la chérirait énormément. Elle souhaitait ardemment m'accompagner pendant nos vacances, une question que je redoutais. Incapable de dire la vérité, j'ai eu recours à une histoire inventée à propos du travail, une décision que j'ai regrettée instantanément. Alicia a senti ma malhonnêteté, ce qui a ébranlé la confiance qu'elle avait en moi. En repensant à nos vacances passées, j'ai réalisé l'importance du lien qui nous unissait à Alicia. En lui rendant visite après un mois d'absence, j'ai tenté de combler la distance émotionnelle qui s'était installée entre nous. Malgré mes efforts, Alicia restait distante, perdue dans ses pensées. Madame Sanchez m'a conseillé la patience, ce qui m'a découragée. Cependant, lors de ma visite suivante, le comportement d'Alicia avait changé. Elle m'a accueilli avec une joie sincère, me serrant chaleureusement dans ses bras. Notre conversation a révélé sa remarquable vision de la vie, qui dépasse celle de nombreux adultes. Me sentant profondément liée à elle, j'ai envisagé de me confier à quelqu'un au sujet de notre lien. L'idée de garder le secret me pesait lourdement, même si l'adoption n'était pas envisageable. La connaissant. Les entrées suivantes décrivent les autres visites de Scott à l'orphelinat. Nina a pleuré en lisant tout cela. Elle avait de la peine pour la jeune fille, pour son mari et pour elle-même lorsqu'elle atteignit les dernières notes. Il lui était difficile de continuer. Elle a fermé le cahier et s'est assise pendant un long moment pour essayer d'assimiler les informations. Non, je dois continuer à lire jusqu'à la fin. Donc Scott a visité cette Alicia pendant une année entière. Comment a-t-il pu me cacher tout cela? S'indigne la femme.
N'aurais-je pas compris qu'il ne me connaissait pas très bien, les mains tremblantes. Elle tourne les pages du carnet jusqu'aux dernières. Entrée numéro 32. Alicia a sensiblement grandi. Cela fait presque un an que je lui rends visite. Aujourd'hui, c'était son anniversaire et j'ai apporté des ballons, un gâteau et un ours. C'était bien de la voir partager le gâteau avec les autres enfants. Madame Sanchez m'a dit qu'Alicia était devenue plus sociable. Depuis que je lui rends visite, elle s'est même liée d'amitié avec plusieurs enfants. J'aimerais pouvoir lui offrir un cadeau différent, mais ce n'est malheureusement plus possible. J'essaie de cacher ma presque fille à Nina, et c'est de plus en plus difficile à avouer. Au moment de partir, Alicia s'est agrippée à mon pantalon et je n'ai pas pu libérer ma jambe. Elle est restée là à pleurer et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer aussi. J'étais prêt à l'emmener avec moi et à ne jamais revenir, mais je n'ai toujours rien dit à ma femme. Entrée numéro 33. J'ai décidé qu'Alicia devait vivre avec nous. Je suis sûre que Nal l'aimera comme son propre enfant. Je pourrais et elle pourrait, bien sûr ce sera un défi, mais nous nous débrouillerons d'une manière ou d'une autre le week-end prochain. Je l'emmènerai à l'orphelinat, j'ai déjà promis d'emmener Nina. Il faut que je sois plus décidée, c'était la dernière chose à faire. Nina s'assit un jour et réalisa où ils étaient allés en ce jour fatidique. Oh, mon Dieu, une pensée soudaine traversa son esprit. Scott n'a donc pas rendu visite à cet enfant depuis plus d'un mois et lors de sa dernière visite, il avait promis qu'il viendrait bientôt la voir avec moi. Ma pauvre fille, je ne peux pas imaginer ce qu'elle ressent maintenant. Nina n'a pas pu dormir pendant longtemps. Elle décida de se rendre à l'orphelinat pour voir la petite fille, mais elle ne connaissait ni l'adresse de l'institution ni le nom de famille de la petite fille. Elle finit par s'endormir et fait un rêve. Une fois de plus, elle était entourée d'enfants qui lui demandaient de jouer au ballon avec eux. Elle sentit alors une petite main tirer sur le bord de sa jupe. Nina baissa les yeux et vit une fillette qui pleurait, les yeux en sang. En fredonnant doucement, Nina se trouva incapable de se rappeler l'origine de la mélodie qui persistait dans son esprit alors qu'elle se réveillait avec des sueurs froides. L'horloge, qui affiche 6h30 du matin, témoigne de sa nuit agitée. Après avoir passé une demi-heure à se retourner, elle décida de se lever et de se préparer une tasse de café. La boisson fumante et robuste a fait son effet. Chassant les derniers vestiges du sommeil, déterminée, elle tendit la main à son amie Monica, persuadée qu'elle pourrait l'aider à formuler un plan. « Et, tu vas bien ? Tout va bien ? Tu te rends compte qu'on est samedi ? » Grommelle Monica au téléphone. « C'est urgent, Monica, » répond Nina, la voix teintée d'inquiétude. « Tu te souviens du journal intime que j'ai trouvé parmi les vieilles affaires de Scott ? Viens tout de suite. C'est crucial et tu es la seule à pouvoir m'aider. Si c'est si important, je serai là, concède Monica. 2 heures plus tard, elle est assise dans le salon de Nina, captivée par la révélation inattendue de son amie. Scott avait caché un secret qui les avait toutes deux surprises. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Monica. Je n'en sais rien. Tout ce dont je suis certain, c'est que nous devons localiser Alicia de toute urgence. Envisagez-vous de l'adopter ? Je ne sais pas ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que la fille est seule maintenant. Elle ne sait pas que Scott est parti, et elle nous attend tous les deux. Pouvez-vous imaginer le chagrin qu'elle ressentira quand elle réalisera qu'il ne reviendra pas ? Elle se sentira trahie. Je dois lui dire la vérité, Nina, ce n'est qu'une enfant. Ne te précipite pas, ce n'est qu'une enfant, mais je ne veux pas qu'elle perde confiance dans les gens à cause d'un accident tragique. Elle a déjà perdu sa mère une fois, et Scott l'a aidée à surmonter cette épreuve. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Je dois la confronter à la réalité, je dois le faire, ne serait-ce que pour Scott. Cette fille a beaucoup compté pour lui, et j'ai trouvé ce carnet et ses rêves pour une raison. Des rêves ? Tu n'as pas parlé de rêves, s'étonne Monica. Nina se met à tout raconter, ce qui pousse Monica à suggérer, nous devrions absolument retrouver cette fille, ne serait-ce que pour t'empêcher de perdre la raison. Merci, Monica. Dit Nina en embrassant son amie. Essayons de localiser cet orphelinat.
Tu devrais te souvenir de la direction générale que nous avons prise, et nous pouvons chercher tous les orphelinats de la ville. Monica ouvre son ordinateur portable et ajoute, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est ici que l'accident s'est produit. Nina grimace en regardant le point marqué sur la carte. Oh, je suis désolée, ma chérie, ce n'est pas grave, la rassure Nina. Concentrons-nous plutôt sur la recherche d'orphelinats, à environ 10 à 30 km de cet endroit avant que je ne succombe au sommeil. Scott m'a assuré que le trajet ne serait pas long, estimant qu'il ne faudrait que 20 minutes de route par l'autoroute, reconnaît Monica d'un signe de tête avant de reprendre sa quête. Cet endroit semble répondre à tous les critères, déclare Nina avec satisfaction. Oh, et je me souviens du nom de la directrice de l'orphelinat, ajoute-t-elle soudain. Madame Sanchez, consultons le site internet, il y aura sûrement les coordonnées de la direction, suggère Hélène, en félicitant la mémoire de Nina. Excellent travail, Hélène. Madame Sanchez comme directrice ? Tout concorde, affirma-t-elle, nous devrions nous préparer rapidement afin d'éviter les embouteillages, a-t-elle insisté. 1 heure plus tard, les deux femmes se trouvaient devant l'orphelinat, dont l'édifice en briques de 2 étages correspondait à la description de Scott et semblait tout à fait respectable. Derrière, une imposante clôture en fer bordait une rangée d'érables usés par le temps, tandis que des chrysanthèmes ornaient les parterres de fleurs et qu'un groupe d'enfants s'ébattait. Sur l'air de jeu coloré, le cœur battant, Nina s'approche du bâtiment, l'esprit agité d'incertitude. Que dois-je dire ? Se demande-t-elle anxieusement. Pourquoi me suis-je aventurée ici ? Pour simplement apercevoir la jeune fille, je doute qu'elle soit heureuse de me voir. J'aurais peut-être dû téléphoner. Malgré ses réserves, Nina entre dans le bureau du directeur, où une femme aimable en tenue de soirée est assise derrière le bureau. Bonjour, je m'excuse de ne pas avoir pris rendez-vous, J'ai un sujet délicat à aborder, commença Nina en s'asseyant comme on l'y invitait. Il n'est pas nécessaire de s'excuser. Les choses sont souvent délicates ici, je doute que vous me surpreniez, la rassure la directrice avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Nina, se présente-t-elle en engageant la conversation. Madame Sanchez, mon mari fréquentait régulièrement cet endroit, poursuit-elle. Oui, il était un visage familier ici, mais cela fait environ 2 mois qu'il n'est plus venu. J'ai essayé de le joindre, mais son téléphone reste sans réponse. Je m'inquiète de sa disparition soudaine, il a promis à Alicia de revenir, explique Nina avec solennité. L'expression de Madame Sanchez s'est transformée en inquiétude. Votre mari ne reviendra pas, dit-elle doucement. Le regard de Nina se perd dans l'absorption de la nouvelle. Il est décédé, murmure-t-elle. Madame Sanchez joint ses mains en signe de sympathie. Qu'est-ce qui s'est passé, demande-t-elle doucement. Il est mort dans un accident de voiture il y a environ 1 mois et demi. Nous venions ensemble en voiture lorsqu'un 4x4 est entré en collision avec notre véhicule. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et je n'ai même pas pu assister aux funérailles. Il ne m'a rien dit, pas même lorsqu'il m'a conduite ici. J'ai découvert son journal par la suite, où il détaillait tout sur l'orphelinat et Alicia. Je ne sais pas trop pourquoi je suis venue ici aujourd'hui. La lecture de ces notes m'a rempli de colère parce qu'il ne s'était pas confié à moi, il pensait que je m'opposerais à son désir de voir la fille. L'adoption a été un sujet de discussion entre nous, mais j'y étais farouchement opposée, avoue Nina, la voix teintée de tristesse. J'ai toujours eu le désir profond d'avoir un enfant. Mais le constat de cette impossibilité me pesait. Pour me protéger du chagrin inévitable, j'évitais sciemment de m'attarder sur le sujet, mais maintenant, il semble que vous souhaitiez rencontrer Alicia. Je ne peux pas te le dire. Mon seul souhait est qu'elle comprenne que Scott ne l'a pas trahi. D'après ce que je sais, Alicia est une personne incroyablement sensible et introvertie, très émotive par nature. Je ne peux qu'imaginer la difficulté qu'elle rencontre chaque week-end, attendant avec impatience la présence de Scott, pour finalement être déçue. En effet, comme vous l'avez souligné à juste titre, le principal a constaté qu'Alicia se repliait à nouveau sur elle-même.
Elle refuse de s'engager avec les autres et se nourrit à peine. La voir dans cet état m'est insupportable, malgré les efforts continus d'un psychologue qui travaille avec elle, même un spécialiste n'arrive pas à obtenir une réponse d'Alicia. Ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'amour. Scott l'a mentionné dans ses écrits, et je ne manquerai pas de lui transmettre vos sentiments. Cependant, je crains qu'elle ait du mal à l'accepter. Ayant déjà enduré la perte de sa mère pendant 1 an, Alicia a tissé un lien profond avec Scott. Prévoir sa réaction à l'annonce de sa mort est un défi, elle pourrait soit refuser d'y croire, soit continuer à l'attendre. Serait-il possible pour moi de la voir ? Bien que je n'ai pas les qualifications d'un psychologue, j'aimerais partager la nouvelle avec elle personnellement, surtout si l'on considère qu'elle nous attendait tous les deux, Scott et moi, cette fois-ci. Madame Sanchez a fini par accepter après mûre réflexion. Elle m'a accompagnée jusqu'à Alicia, en insistant sur la nécessité de faire preuve de délicatesse. Alicia est une enfant difficile, en cas de problème, je dois la contacter immédiatement. Alors que nous nous aventurions vers la salle de jeu du 2e étage, il était évident que les enfants étaient en train de déjeuner, laissant la salle vide. Le directeur a fait un geste discret, montrant Alicia assise seule dans un coin. Ayant renoncé au déjeuner, elle était devenue réfractaire aux efforts pour l'encourager, ne cherchant qu'occasionnellement à se sustenter auprès de l'infirmière. Nina, avec un soupir, m'invita à appeler en cas de besoin, en m'indiquant la pièce adjacente occupée par une psychologue. En entrant dans la pièce, je m'approchai lentement d'Alicia. Elle était toujours occupée à jouer avec une belle poupée de porcelaine, sans s'apercevoir de ma présence. Tentant de rompre le silence, j'ai fait remarquer la beauté de la poupée, partageant un souvenir d'enfance d'une poupée similaire que je chérissais. Cependant, Alicia est restée sans réaction, fixée sur la poupée qu'elle tenait dans ses mains. Angela était une petite fille à l'esprit curieux. Je ne me souviens plus très bien pourquoi je l'ai appelée ainsi, mais son amie s'appelait Nina. C'est aussi mon nom, a murmuré Nina à voix basse. Alicia, une autre amie, se demandait comment s'appelait sa compagne et l'a finalement regardée. Oui, si tu sais lire, je peux te montrer mon passeport. Je crois que oui, dit Nina en souriant. Alicia et Nina ne savaient pas encore lire, mais elles voulaient toutes deux apprendre. Voulez-vous m'apprendre à lire, demande Nina. Nous pouvons lire des livres ensemble, ce que tu veux. Je ne sais pas, soupire Alicia. Madame Morgan lisait parfois des contes de fées avant la récréation. L'un des préférés d'Alicia était l'histoire du petit chaperon rouge. C'est un bon conte de fées, sourit Nina. Commençons par celui-là demain. Je t'apporterai un grand livre de contes de fées et nous choisirons par lequel nous commencerons. Alicia était curieuse de voir les images dans le livre. Bien sûr, il y aura des images, dit Nina. Un livre sans images, c'est comme un monde sans couleurs. J'aime les images et je les dessine même parfois, mais je ne suis pas très douée, Nina poursuit. Tu apprendras quand tu seras grand. Tu pourras faire des dessins pour des livres d'enfants et d'autres enfants seront heureux. Ne serait-ce pas génial? Ils restèrent assis en silence pendant un moment, et Nina se demanda comment aborder le sujet de Scott. Pourquoi es-tu assise toute seule? Tu n'as pas d'amis? C'est plus intéressant de jouer ensemble, demande Nina. Alicia fait la moue, ils sont tous méchants et stupides. Nina est surprise d'entendre de telles paroles de la part d'une jeune fille. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal ici? Non, répond Alicia en secouant la tête. Tout le monde est gentil ici, mais je ne veux pas être avec eux, ils se moquent de moi. Le désespoir de la petite fille fait mal au cœur de Nina. Ma mère est morte et on m'a amenée ici. Puis d'autres adultes sont venus, ont joué avec moi, ont ri, puis ont disparu. Même Scott m'a oublié. Nina réalisa qu'elle avait l'occasion d'aider Alicia, mais elle devait être prudente. Qui est Scott? Demande-t-elle doucement. C'est un homme gentil. Nous étions amis, il venait le week-end, m'apportait des jouets et des friandises, mais je n'en avais pas vraiment besoin. J'aimais juste parler avec lui. Il était si drôle, et puis il a arrêté de venir. Il n'avait pas besoin de moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est curieux, n'est-ce pas? La vie nous réserve parfois des surprises inattendues, indépendantes de notre volonté, malgré nos désirs. Scott m'a dit que sa femme lui avait déconseillé de me rendre visite, il l'a décrite comme agréable, mais je ne suis pas d'accord. La réticence à m'emmener loin d'ici suggère le contraire, se lamente la jeune fille, les larmes aux yeux. Nina effaça doucement une larme de la joue de l'enfant avec sa manche, en disant, ne nourrissez pas de telles pensées. Scott, ton ami, ne te tromperait pas sur le caractère de sa femme. Elle est probablement telle qu'il l'a décrite. Mais pourquoi cette absence, m'a-t-il oublié, comme les autres? Alicia sanglote ouvertement et Nina la console en disant, chérie, ne pleure pas, s'il te plaît. Elle caresse tendrement la tête de la jeune fille et poursuit, il faut que je te dise quelque chose, calmement, Scott ne t'a pas oublié. Il te chérissait profondément, comme une fille. Il était prévu qu'il t'emmène chez lui, et sa femme était d'accord. Malheureusement, le destin est intervenu. Scott a eu un accident de voiture alors qu'il se rendait chez vous pour vous présenter à sa femme. Il n'est jamais arrivé. Comment pouvez-vous en être sûr? Demanda Alicia d'un air sceptique. Tu me trompes aussi? Nina révéla doucement, Alicia, Scott était mon mari, je suis la femme dont vous pensez du mal. Je regrette ma bêtise. Les choses vont changer maintenant. Tu étais précieuse pour Scott, donc précieuse pour moi. Alicia, qui tenait une poupée offerte par Scott, resta silencieuse, absorbant la nouvelle de la mort de son ami, puisant peut-être sa force dans ses expériences antérieures de perte. Nina tendit à nouveau la main, incertaine. Je ne sais pas si je peux combler le vide laissé par Scott, mais je souhaite sincèrement être ton ami. Si tu veux de moi, je te prendrai volontiers sous mon aile. Ces mots, authentiques et sincères, jaillirent, la surprenant elle-même. Nina n'avait pas l'intention de tromper la jeune fille, si Alicia le souhaitait, elle l'accompagnerait. Alicia resta silencieuse tandis que Nina se préparait à partir. Je dois partir maintenant, mais je reviendrai demain avec le livre d'images que j'ai promis, rassura Nina. Alicia resta sans mots pendant que Nina lui faisait ses adieux et partait. Immobile, Alicia regarde Nina partir, perdue dans ses pensées. Pendant ce temps, Nina, épuisée, rejoint Monica dans la voiture. Les larmes aux yeux, elle déclare, « Je ne sais plus où j'en suis, Monica. Tout ce que je veux, c'est que cette petite fille trouve le bonheur. L'intelligence de cette fille est remarquable. Tout ce que Scott a écrit est vrai. On comprend maintenant pourquoi il avait un lien si profond avec elle, et comment elle a vécu l'annonce de sa mort. L'avez-vous informé de tout, de nos efforts pour la ramener et de la façon dont il la chérissait? Il est étonnant de voir à quel point elle est calme, sans verser une larme. La perte de sa mère il y a tout juste un an l'a peut-être endormie face à la tragédie, mais elle est encore si jeune et affronte le monde seule. Pourquoi un enfant doit-il endurer de telles souffrances? C'est injuste. Pourquoi doit-elle endurer la perte de sa famille? Pourquoi n'ai-je pas eu la chance d'avoir des enfants? Pourquoi certains ont tout et d'autres rien? Monica propose soudain, as-tu pensé que tout se déroule dans un but précis? Peut-être que ces événements s'alignent pour que vous trouviez tous les deux du réconfort dans la compagnie de l'autre. Vous avez tous les deux besoin d'affection. Alors, pourquoi ne pas l'offrir? Vous êtes une âme bienveillante, si vous aviez un enfant, vous feriez des pieds et des mains pour son bonheur. Pourquoi ne pas apporter de la joie à cette fille? Nina réfléchit, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas si simple. Il y a la bureaucratie, la solitude. Qui me confierait un enfant? Elle mérite une famille. Monica balaie ses inquiétudes du revers de la main, c'est absurde. Les célibataires adoptent depuis longtemps. Ce qui compte, c'est d'offrir un environnement nourricier, ce que vous pouvez faire. Vous avez un emploi stable, une maison confortable et, surtout, un cœur compatissant. Je ne sais pas, hésite Nina. Cela semble plus facile à dire qu'à faire. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. J'ai promis à Alicia de lui rendre visite demain, de lui apporter un livre d'images. Et si elle ne s'habitue pas à moi?
Je ne veux pas précipiter les choses. Après avoir longuement réfléchi, Nina a relu les notes de Scott, sentant qu'il était sérieux et prêt à devenir parent. Les mots de son ami sont restés dans son esprit, l'incitant à agir. Elle a parcouru l'internet à la recherche d'informations sur les femmes célibataires qui adoptent, trouvant une myriade de points de vue. Demain, elle a décidé de demander conseil à Madame Sanchez, et peut-être de faire appel à un avocat si nécessaire. Le lendemain matin, Nina se prépara rapidement, choisissant de ne pas déranger Monica, et héla un taxi jusqu'à sa destination. Le livre en main, elle se rendit à l'orphelinat, impatiente de consulter Madame Sanchez. Lorsque Nina entra, elle fut accueillie par un sourire chaleureux. « Oh, bonjour », dit la femme d'un ton aimable. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. »« Pourquoi pas ?» demande Nina, sincèrement surprise. « Quand on travaille dans un domaine comme le mien, on apprend à ne pas se fier aux promesses, » répond la femme avec tristesse. « Mais ce n'est que moi. » Quoi qu'il en soit, voulez-vous voir Alicia? Oui, je lui ai apporté un livre, mais j'aimerais d'abord vous parler, Madame Sanchez, dit Nina. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Scott envisageait d'adopter Alicia. Il ne me l'a peut-être pas dit, mais quand j'ai parlé avec elle hier, j'ai compris pourquoi il se sentait si proche d'elle. Alicia semble malheureuse, et je ressens le même vide en moi. Nous avons toutes les deux vécu une perte, et il est difficile d'y faire face seule. J'ai réfléchi, Madame Sanchez. Je veux adopter Alicia. Savez-vous si c'est possible? Madame Sanchez examine attentivement Nina, dont l'expression laisse transparaître des doutes. Êtes-vous sûre de vous? Demande-t-elle. Si je me souviens bien, Scott a dit que vous étiez contre. Je me suis trompée, admet Nina. Peu importe qu'Alicia soit biologiquement mienne ou non. Il s'agit de trouver une âme sœur. Je sens une connexion avec elle, mais je comprends qu'il ne s'agit que d'une seule visite. Je ne me précipite pas. D'autant plus qu'Alicia ne m'acceptera peut-être pas tout de suite. Je veux passer plus de temps avec elle, pour mieux la comprendre et lui donner la chance de me connaître. Cela semble être une décision prudente, a reconnu Madame Sanchez. L'adoption comporte d'immenses responsabilités, et si l'enfant ne répond pas aux attentes, certaines personnes peuvent l'abandonner, ce qui peut être dévastateur. Nous avons vu des enfants ballottés d'une famille à l'autre. Je les plains. Il n'y a pas de mauvais enfants, c'est souvent une question de parents qui ne sont pas prêts à faire l'effort de tisser des liens avec eux, de les comprendre et de les accepter. Tout le monde n'en est pas capable. En ce qui concerne les formalités administratives, tant que vous avez un emploi et un logement stable, le statut matrimonial n'est plus un obstacle. Cependant, le processus n'est pas rapide. Je suis prête à attendre, lui assure Nina. Je comprends. Bon, je vais aller voir Alicia maintenant, et nous pourrons en reparler. Dans la salle de jeu, Alicia était assise au même endroit que la veille. Lorsqu'elle vit Nina, elle se figea d'incrédulité. Cependant, il arrive que l'on soit agréablement surpris par le fait d'avoir tort. « Bonjour Alicia », lui dit Nina en lui faisant un signe de la main. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle sortit de son sac un livre magnifiquement illustré et le tendit à la jeune fille. Après avoir passé un bon moment à parcourir les rayons de la librairie, choisissant avec soin un livre qui, selon elle, plairait à la jeune fille, elle l'a enfin trouvé. Assise à côté de la jeune fille comme elle l'avait promis, elle lui présenta une collection de contes de faits divers, dont certains ne lui étaient même pas familiers. La taille des caractères était généreuse, ce qui permettait à la jeune fille de se lancer facilement dans la lecture. Acceptant le livre offert avec gratitude, Alicia tourna les pages avec impatience. Ses yeux s'illuminant d'impatience devant les illustrations captivantes. En exprimant ses remerciements, elle s'émerveille de la beauté du livre, un cadeau comme elle n'en avait jamais reçu auparavant. Alicia n'arrivait pas à croire que le généreux bienfaiteur était revenu, craignant que cela n'arrive jamais. Changeant de sujet, Alicia s'adressa chaleureusement à son compagnon, appréciant le respect des promesses, surtout lorsqu'il s'agit d'une affection sincère. Elle se dit préoccupée par le fait que la jeune fille passe du temps seule et suggéra des visites régulières, proposant même l'idée de faire des promenades tranquilles ensemble. Curieuse du concept de zoo, Alicia avoue n'y être
Jamais aller et s'enquiert avec enthousiasme des différents animaux que l'on peut y trouver, tels que les tigres, les éléphants et les chameaux.